Bien, maintenant, je vais passer la parole à Emma Karenini, qui est professeure agrégée de philosophie, qui a fait ses études en Cagne, à Louis-le-Grand, puis à la Sorbonne. Nous sommes heureux d'accueillir une philosophe parmi nous. C'est peut-être la seule aujourd'hui dans la salle. Donc, Emma a publié des manuels pédagogiques et cette année, elle publie son premier essai, Soleil, un livre très intéressant que je vous conseille, aux éditions Le Pommier. Et elle s'intéresse tout particulièrement à la vulgarisation de certaines grandes questions philosophiques qui sont recontextualisées dans leur période historique. Donc, le Soleil a eu un rôle structurant dans la construction des sociétés humaines et dans leur manière de voir le monde. Et je pense que c'est ce que va nous exposer Emma Karenini. Donc, à vous la parole. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier Monsieur Daniel Linco de m'avoir invité pour ce colloque. C'est un véritable honneur. Puisque me revient la tâche difficile de traiter de la partie philosophique de ce colloque, énergie solaire et société, je vais essayer de poser quelques questions, quelques grandes lignes qui pourraient éclaircir un peu la question. Donc justement, je parle de questions alors que le sens commun a plutôt tendance à prendre le Soleil pour un fait de la nature, un invariant physique et donc une réalité tellement coutumière qu'elle en demeure à questionner. Le Soleil n'est-il pas ce qui se lève et ce qui se couche tous les jours, et ce, bien avant que l'homme existe ? Après tout, quoi de plus banal que le Soleil ? Cette lumière passe sur nous tantôt comme une chose transparente et insignifiante, tantôt comme ce que l'on associe spontanément et simplement au divertissement estival. Il faut se souvenir qu'avant même d'être un objet de science, le Soleil a profondément influencé les manières de penser et de voir le monde. Le Soleil est porteur d'un sens qui se rapporte à un nous qui est double. Le nous de l'espèce humaine, pour qui le Soleil constitue la source de toute vie absolument, c'est-à-dire indépendamment de toute époque et de toute culture, mais aussi le nous plus localisé de certaines cultures qui font du Soleil une sorte de réceptacle bigarré de représentations, de symboles religieux et moraux. Je ne pourrais pas ici faire la chronique de toutes les manières dont le Soleil fut représenté à travers les âges et les civilisations. C'est un travail tout à la fois anthropologique, ethnologique, philologique, qui déborde largement mes compétences de philosophe. Moi, ce qui m'intéressera ici, c'est de suivre un fil d'interrogation un peu plus ténu, qui est de dire que l'astre solaire nous amène à poser la question de notre histoire en tant qu'espèce et du point de vue de ses données matérielles d'existence. Si on revient au sens philosophique du principe, en grec, on parle de l'arché, l'arché au double sens de l'origine, de ce qui commence quelque chose et de ce qui commande. Le Soleil serait ce principe, ce qui commence la vie, la source de la vie, et ce qui commande la vie, c'est-à-dire ce qui commande le cours des jours. À titre d'exergue, je voudrais étudier un texte qui paraît recouper et formuler en termes très serrés ce problème. C'est un texte fétiche, un texte blason, qui est le fameux mythe de Prométhée. Vous avez plusieurs versions de ce mythe, dans le Protagoras de Platon, dans la Cosmogonie, les Travaux et les Jours d'Hésiode, ou encore le Prométhée enchaîné d'Échille. C'est à cette dernière version que je vais m'intéresser. Rappelons d'abord que le mythe de Prométhée sert en général en philosophie de cadre de référence pour penser la condition humaine et pour penser sa distinction par rapport aux dieux et par rapport aux animaux. En général, ce mythe raconte comment l'homme se dote d'un savoir-faire technique, symbolisé par le feu olympien qui est volé par Prométhée, feu qui arrache l'homme à son animalité et à son état primitif. Le feu, c'est en grec la techné, qui se trouve à la fois l'outil pratique de cette transition et en même temps le marqueur objectif de cette spécification. Mais alors que toutes les lectures et tous les commentaires de ce mythe épuisent en divers sens l'idée d'une nouvelle maîtrise du feu, il y a quelque chose d'intéressant dans cette version d'Échille qui pourrait intéresser notre question sur le Soleil. Prométhée, dans ce mythe, se vante de l'exploit du vol du feu et de ses effets prodigieux sur l'espèce humaine, je cite, « Apprenez seulement les maux qui accablaient les mortels. Comme de stupides qu'ils étaient, je les ai rendus intelligents et maîtres de leur raison.
Je le dirai, non que j'ai à me plaindre d'eux, mais pour vous faire connaître l'étendue de mes bienfaits. Avant moi, ils voyaient, mais ils voyaient en vain. Ils entendaient, mais ils ne comprenaient pas. Pareils aux fantômes des songes, depuis des siècles, ils confondaient tout indistinctement. Ils ne savaient se servir ni de briques, ni de charpentes, pour construire des maisons éclairées par le soleil. Et cachés sous la terre, ils habitaient, comme l'agile fourmi, les retraites profondes de leurs antres obscurs. Nul signe certain ne leur faisait distinguer la saison des frimas, celle des fleurs, celle des moissons et des fruits. Sans réflexion, ils faisaient tout au hasard, jusqu'au moment où je leur ai dit d'observer le lever des astres et leur coucher, plus difficile encore à connaître. Prométhée souligne ici les effets vertueux de l'acquisition de la technique par l'humanité. La technique a permis à l'humanité de passer d'une sorte de stade primitif, nomade, souterrain, nous dit caché sous la terre, à un stade caractérisé comme véritablement humain, parce que fondé sur une double maîtrise technique, qui est à la fois cognitive et pratique. Cognitive parce que les hommes apprennent à connaître les saisons, ils apprennent à connaître les astres, et pratique parce qu'ils maîtrisent alors l'architecture et l'agriculture. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'Eschyle ne décrit pas seulement la transition d'un stade pré-technique à un stade technique, d'un stade pré-technique à un stade humain. Il va aussi décrire en fait la transition, le passage d'un certain mode de vie à un autre, d'une certaine texture de l'existence à une autre, c'est-à-dire d'une vie souterraine et obscure à une vie lumineuse au grand air et au soleil. Alors comment est-ce que l'émergence de l'homme, comment ce passage de l'être primitif souterrain à l'homme proprement dit est-elle possible ? Prométhée n'apprend pas seulement aux hommes à maîtriser le feu, il leur apprend tout d'abord la technique de l'architecture, dit-il, pour construire des maisons éclairées par le soleil. Ce détail pourrait paraître anodin, il est en réalité assez notable que l'on ne parle pas ici du feu, mais de la maîtrise de l'ensoleillement et de la lumière, comme un des facteurs déterminants de l'émergence de l'homme. L'architecture est ici un savoir-faire pour capter les rayons du soleil et bénéficier de ses bienfaits, tout en assurant l'intégrité de l'habitat et la sécurité de ses habitants. Même si elle n'est pas une cause directe de ce progrès, cette maîtrise de la lumière semble ici un effet indéniable de ce changement anthropologique, comme si le progrès de l'humanité vers sa finalité interne de civilisation s'accompagnait nécessairement d'un progrès vers la lumière naturelle, ou plutôt comme si la domestication technique de la lumière naturelle, ici par l'architecture, était une sorte de signe vers un progrès civilisationnel de l'humanité. Donc si on regarde un peu ce mythe de près, on trouve cette intuition fondamentale concernant le soleil. L'homme ne jouit pas du soleil et de la lumière aussi facilement qu'on le croit. La conquête du soleil, à la fois comme lumière bienfaisante et comme énergie utile à la vie, est un véritable savoir-faire, quelque chose qui fait partie des techniques fondatrices de notre humanité et qui constitue en même temps la matière de nos jours, la teneur d'une atmosphère, d'un mode particulier auquel sont associées certaines valeurs et certaines images. La maîtrise de la lumière du soleil et de ses bienfaits fait ici partie de l'idée de civilisation, ou du moins, elle est intégrée dans l'ensemble des défis techniques que se pose l'humanité. Donc on le voit, le soleil n'est pas simplement un fait de la nature, le soleil a été aussi quelque chose de désirable pour l'homme, le soleil a été une valeur. On peut décliner cette valeur sur 3 plans, et ce sera un peu le plan de mon intervention. Le soleil est d'abord une valeur énergétique. Comme nous l'avons pressenti avec le mythe de Prométhée, la maîtrise technique de l'ensoleillement pour le bien-être de l'homme devient un but, un télos de sa nouvelle capacité technique, et on verra que c'est un projet énergétique de l'humanité qui remonte à très loin. Le soleil est ensuite une valeur d'unité. Il a souvent servi de facteur d'unité des communautés humaines, autant du point de vue des gouvernements que du point de vue des religions. Et enfin, le soleil est une valeur éthique, c'est-à-dire la condition fondamentale, certes non suffisante, de la vie bonne. Alors premièrement, je voudrais d'abord montrer que le soleil est une valeur énergétique, c'est presque une évidence de le dire, c'est une évidence qu'on oublie parfois, le soleil est d'abord la condition nécessaire de toute vie. Lorsqu'on regarde la lumière descendre sur la Terre, on est spectateur un peu d'un don immense. The best things in life are free, comme dit la chanson. Les meilleures choses dans la vie sont gratuites. Et Georges Bataille le rappelait dans son livre La part maudite, je cite,
Je parlerai rapidement des conditions les plus générales de la vie. J'insisterai simplement sur un fait d'importance décisive. L'énergie solaire est le principe de son développement exubérant. La source et l'essence de notre richesse sont données dans le rayonnement du soleil qui dispense l'énergie, la richesse, sans contrepartie. Le soleil donne sans jamais recevoir. Le soleil, donc, est cette énergie à la fois abondante et dépensée sans compter. Devant cette énergie exubérante, l'homme est pris d'un sentiment contradictoire, à la fois de l'admiration et en même temps une forme de sentiment d'impuissance. Pourquoi ? Parce que cette énergie est une sorte de paradoxe. C'est à la fois l'image d'une dépense inconditionnelle d'énergie, mais en même temps une énergie que l'homme a toujours eu beaucoup de difficultés à capter directement. La Terre reçoit du Soleil chaque jour 10 000 fois plus d'énergie que ce que les hommes utilisent effectivement, et je parle bien sûr sur le contrôle de tous les spécialistes ici présents, qui me corrigeront si besoin. Et potentiellement, donc, nous sommes richissimes en énergie solaire, bien au-delà de nos besoins, et toute la difficulté, c'est de capter et d'utiliser cette énergie pour notre utilité. On pourrait donc relire l'histoire de l'humanité à l'aune de cette évidence qui serait érigée en nouveau référentiel. La première source d'énergie, c'est l'énergie du Soleil. Toutes les énergies sur Terre viennent de ce Soleil, à l'exception du nucléaire. Prenons par exemple l'agriculture. C'est une première forme de capture indirecte de cette énergie du Soleil par la photosynthèse des plantes. Les énergies fossiles, par exemple aussi, qui ne seront rien d'autre que de l'énergie solaire stockée dans les sols, dans de la matière organique pendant des millions d'années. Et toute l'histoire humaine pourrait être lue comme ce mouvement permanent vers cette source qui est le Soleil, et comme une sorte d'optimisation technique permanente de ces moyens pour capter directement cette énergie du Soleil, cette énergie abondante, non pas comme un simple défi technique, mais comme l'horizon et la solution au problème de la misère humaine. On a vu comment l'humanité a essayé de rivaliser d'ingéniosité pour capter, contrôler, profiter pleinement de ses bienfaits en transformant cette lumière et cette chaleur dans des formes utiles pour répondre à ses besoins. Le Soleil est d'abord donc le paradoxe de ce don immense qu'on n'a pas su recevoir directement des mains du Soleil lui-même, si j'ose dire, et il a fallu inventer des stratagèmes divers pour le capter directement. C'est par exemple Archimède qui conçoit 2 immenses miroirs paraboliques pour faire fuir les navires du général romain Marcellus et ses troupes qui attaquent Syracuse. Et c'est aussi bien plus tard Léonard de Vinci qui souhaite saisir directement cette énergie solaire en construisant d'immenses miroirs de plusieurs kilomètres pour chauffer les industries de la ville. Qu'ils soient légendes ou vœux pieux, ces projets manifestent un intérêt toujours renouvelé pour cette énergie du Soleil, et ce n'est qu'à partir du XXe siècle que la production d'énergie solaire à grande échelle est passée de fantasme à projet réalisable, notamment à travers l'énergie photovoltaïque. Et on pourrait parler du XXIe siècle comme contenant en germe cette réalisation de ce vieux fantasme de l'humanité. La deuxième piste que je voudrais explorer ici, c'est l'idée que le Soleil a une valeur d'unité. Alors d'abord, il faut rappeler que beaucoup de religions ont inclus le Soleil dans leur panthéon, mais ces cultes solaires n'ont pas toujours existé, ils ont une histoire. Ils apparaissent vraisemblablement au moment de la naissance de l'agriculture, donc au moment de la révolution néolithique autour de 8000 et 9000 avant Jésus-Christ. Et l'homme, à partir de cette révolution, va changer son rapport à la nature, il va la domestiquer, il va l'adapter à ses fins, et le Soleil va devenir évidemment un élément structurant de la vie de ces sociétés agricoles, puisque la production de ces sociétés dépend en grande partie du climat et des bienfaits de ce grand astre. Ensuite, il y a autre chose, c'est que la fin de la vie nomade, l'expansion territoriale et démographique qui est permise par l'agriculture, va inviter les hommes à se tourner vers des divinités beaucoup plus hautes et beaucoup plus abstraites, comme le Soleil. Avant d'être un principe moral, on pourrait dire que le Soleil est d'abord une sorte de principe cognitif. C'est, dans l'histoire des hommes, ce qui va permettre de comprendre le monde, de le rendre intelligible. Il est très présent dans la vision du monde, par exemple, de l'Égypte pharaonique, où le Soleil est vraiment le principe de l'ordre cosmique, le principe directeur du monde, qui fait l'alternance fragile du jour et de la nuit. Mais le Soleil est aussi une valeur d'unité politique, utilisée par de nombreux gouvernements pour asseoir la légitimité de leur pouvoir. Je prendrai quelques exemples. L'exemple du pharaon Akhénaton,
qui crée la première religion monothéiste que nous connaissons en transformant un dieu local, qui est le dieu Aton, en dieu unique et suprême. Ce choix du soleil n'a absolument rien d'arbitraire, puisque le soleil est parfait pour incarner ce pouvoir autocratique. Il présente l'avantage d'être commun à tous, et il est incontestable, chacun le connaît, tout le monde peut profiter de ses bienfaits. Autre exemple, dans l'Empire romain tardif, l'empereur Aurélien utilise un culte solaire, qui est le culte du Sol Invictus, le soleil invaincu, pour unir toute cette population qui est dispersée sur un empire beaucoup trop grand et qui permet de conférer une légitimité à son pouvoir. Le soleil est donc une réalité dans laquelle tous vont se reconnaître et une forme de fond commun, une valeur d'unité qui est capable de subsumer sous lui des ensembles divers et beaucoup de différences. Enfin, le dernier point que je voudrais aborder, c'est l'idée que le soleil pourrait constituer une valeur éthique, une valeur morale. Je voudrais donc voir avec vous comment le soleil a été un foyer d'expérience où s'articule à la fois un idéal de vie et une métrique des modes d'existence. Pour ainsi dire, vivre dans un environnement ensoleillé n'a jamais été anodin. Pour aller plus loin que ces clichés, pour lesquels en somme il ferait bon vivre au soleil, il a fallu se donner un corpus, et dans mon livre je me donne le corpus des utopies, qui sont des figurations imaginaires de sociétés idéales, qui sont censées résumer les conditions parfaites d'un bonheur collectif. Et une chose intéressante et assez étonnante quand on étudie ces utopies, c'est que il y a à chaque fois, souvent, une référence au soleil comme un élément central de ces figurations du bonheur. Vous avez par exemple au 1er siècle avant Jésus-Christ un grec nommé Aristonikos qui cherche à se révolter contre la domination romaine et qui veut fonder une nouvelle cité utopique ouverte aux pauvres et aux esclaves. Il la nomme la cité du soleil, Héliopolis en grec. L'idée est très claire. Le soleil brille sur les pauvres comme sur les riches dans cette cité idéale. Il n'a jamais pu la réaliser, mais l'idée allait avoir un grand avenir. Plus tard, vous avez un écrivain grec comme Jean Bull qui a imaginé une société idéale qui est appelée encore celle des îles du soleil. Au XVIIe siècle, un moine dominicain, Tommaso Campanella, qui réalise lui aussi une cité du soleil, la Città del Sole. Et plus largement, dans la plupart des utopies, les auteurs prêtent une attention particulière à la lumière et à la chaleur. Alors pourquoi cette attention au soleil dans ces utopies ? Mon hypothèse est que d'une certaine manière, l'accès au soleil est associé dans le système des représentations à une forme de question de justice sociale et de bonheur collectif. Tout d'abord parce que le soleil, c'est un principe d'égalité. Le soleil, c'est le premier bien commun auquel tout le monde a accès. Tout le monde doit avoir sa place au soleil. Le soleil a été aussi un principe de justice sociale. Il y a longtemps eu des luttes pour faire respecter le rythme solaire, notamment au Moyen-Âge, des ouvriers agricoles qui demandent à faire respecter le rythme solaire et ne pas rythmer la journée du soleil sur un rythme artificiel de cloche ou d'horloge. Et donc pour conclure, je dirais qu'il y a bien une histoire humaine du soleil. Ce n'est pas simplement celle des symboles ou des formes diverses de sa déification, car la valeur du soleil ne peut être séparée des techniques qui permettent de mettre son énergie et sa chaleur au service de la vie humaine, aussi d'un art de vivre et d'une idée de la vie bonne, de la vie pleinement humaine. Je vous remercie.